Voilà donc, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, on n'a eu pas, malheureusement, vous avez tous entendu, on n'a pas eu la chance de continuer à parler avec M. Amir Kadir parce que la ligne a été un petit peu... Il nous parlait à partir d'un cellulaire et la ligne a été... on a eu de la difficulté, par exemple, à entendre. Il y a des coupures par moment. Donc, j'ai devant moi aussi Mme Chantal Minot, psychoéducatrice, qui a souhaité aussi poser quelques questions, peut-être 2 questions, je pense, M. Kadir. C'est à propos concernant vraiment nos enfants, la protection de nos enfants ici. C'est un problème, selon elle, qui est devenue presque spécialiste par le parcours qu'elle mène. La question, elle est grave et inquiétante. Alors, elle est devant moi. Bonjour, Madame Minot. Bonjour, Monsieur Zitouni. Ça va bien? Excellent. Moi, ça va très bien. Très bien. Par contre, c'est pas le cas de plusieurs. Il y en a plusieurs que ça va vraiment pas bien, par contre. Alors, vous avez souhaité, ou peut-être on aura l'occasion de le faire, vous avez souhaité poser au député Amir Kadir 2 questions. C'est autour de quoi et pourquoi vous êtes aujourd'hui ici? Alors, je signale aussi qu'on aura l'occasion de faire une autre émission avec vous, exclusivement sur ce sujet-là, parce que ça touche quand même les enfants, nos enfants, les enfants du Québec. Oui. Écoutez, étant donné que je n'ai pas pu poser la question à M. Kadir, je poserai ma question à l'ensemble de l'Assemblée nationale du Québec. Ouais. Ça s'adresse à tous nos députés. Je demanderais à l'ensemble des députés si, depuis qu'ils sont députés, ils sont au courant de certains abus de la part des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse envers des enfants et les parents au Québec. Ouais. S'il y a des gens, s'ils ont reçu des éléments de preuve, s'ils ont entendu. Et si c'est le cas, de prendre le temps de regarder, de ne pas tenir compte de ceux qui ont du pouvoir, qui vont dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale, de prendre le temps de ne pas jeter ces courriels-là, de prendre le temps vraiment de regarder les éléments de preuve qui leur sont envoyés. Mm-hmm. Parce que la méthode, c'est de dire, ils ont des problèmes, c'est un cas isolé. Alors, les gens, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que les gens peuvent mentir. Alors, ils mettent ça de côté. Alors, je mets en garde, je suis convaincue qu'il y a des gens qui les ont informés parce que moi, depuis l'année passée, j'ai eu connaissance depuis le 28 février 2012. Écoutez, je ne croyais pas que ça se pouvait. Mmh. Même moi, en octobre encore, je pensais que c'était des cas isolés, je vous en assure. C'est pas le cas. Non, vraiment pas. Et c'est très grave. Et c'est très, très grave. C'est vraiment... la DPJ compromet sérieusement et gravement le développement de plusieurs enfants au Québec et mène vers le suicide. C'est vrai, là. Ces enfants, vers le suicide des enfants et des parents également, des grands-parents aussi. Et j'en ai les preuves. Je n'ai aucune inquiétude des menaces qu'on me fait sans arrêt, de me poursuivre ou de m'attaquer, de faire des plaintes à mon ordre. J'ai toutes les éléments de preuve. Écoutez, j'ai au moins 9 enfants, en plus de leur famille. Alors, je suis vraiment très outillée pour le dire au moment. Et j'ai attendu d'ailleurs, parce que je voulais prendre connaissance par moi-même, de ce qui se passait à la Chambre de la jeunesse, que je dirais plus que pour moi, mon vécu, c'est la Chambre de la détresse. C'est désolant. C'est désolant parce qu'on compte sur la justice pour protéger nos enfants et ce n'est pas le cas. Ouais. Et c'est pas dit oui dire, vous avez quand même un parcours. Vous travaillez dans ce domaine-là depuis combien de temps, madame? Vous accompagnez les enfants, vous êtes dans le milieu, dans le terrain. Écoutez, depuis mon adolescence, parce que j'animais depuis que je suis tout petite. Mais dans le système comme psychoéducatrice, j'ai commencé à mes stages en 94-95. Alors, j'ai commencé à être vraiment dans le milieu des centres jeunesse. J'ai fait mes stages en centre jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle j'avais de la misère à croire ça, parce que pour moi, dans les centres jeunesse, j'ai connu des gens très compétents. En majorité, j'ai appris énormément. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris ma compétence. C'est sûr qu'il y en a toujours des individus qui peuvent abuser, mais j'ai vu des interventions, j'ai vu des choses qui s'est fait. Ils n'ont pas laissé faire ça. Mais j'ai jamais été mis au courant. La DPJ puis les centres jeunesse, c'est vraiment 2 choses séparées. Ils n'arrêtent pas de mélanger, mais il faudrait séparer parce que c'est pas du tout le même département. C'est pas les mêmes bureaux et c'est pas les mêmes intervenants. Oui, mais pourtant, vous êtes parmi les rares, ceux qui ont travaillé dans les centres de jeunesse et tout, et qui critiquent aujourd'hui. Ça veut dire, je trouve que vous êtes comme ressorti un petit peu de ce milieu-là pour le voir de loin et dire que c'est faux ce qui se passe là. C'est injuste ce qui se passe. Oui, mais écoutez, moi, dès mes stages, on a voulu m'éliminer parce que j'avais la vocation. Et j'avoue sérieusement que j'ai voulu... Vous êtes en train de nous dire ça avant même d'aller sur le terrain? Vous avez déjà une idée? Mon premier stage, ils ont voulu m'éliminer parce que je me faisais dire que j'avais la vocation.
Oui, j'ai eu des problèmes avec certains individus, mais j'ai été entendue par les centres jeunesse, j'ai été entendue par l'Ombudsman de l'Université de Montréal aussi, mais j'ai dû me défendre parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient pas, non, effectivement, que je sois psychoéducatrice. Ils sentaient en moi quelqu'un qui pouvait peut-être mettre en danger leur petite sécurité. Je l'ignore, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai décidé de continuer, si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que j'ai voulu abandonner, je l'admets, parce que ça m'a déçu. Ça au niveau de la formation, on parle de formation. En 1994. Juste en parenthèse, parce qu'il y a une confusion. Quelqu'un qui n'a pas été encore sur le terrain et déjà il a une idée que les choses ne fonctionnent pas bien. Est-ce que c'est parce qu'il élimine dès les stages, ça se fait dès l'université. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai des collègues qui ne veulent même plus être psychoéducatrices tellement qu'ils sont déçus. Alors, une sélection ou quoi? Oui. Parce que si on dénonce, on coule notre stage. Si on défend les enfants, il faut nous mettre en échec de stage. C'est carrément ça qui se produit et c'est ça que j'ai vécu. J'ai dû me défendre parce que j'ai défendu des enfants dès mes stages. Oui. Mais écoutez, il y a personne qui va m'arrêter, mais je voulais plus être psychoéducatrice, mais je suis allée à l'Association des psychoéducateurs du Québec et j'ai découvert des gens comme moi. Alors, j'ai décidé de rester. Mais j'ai décidé de rester aussi pour David, il s'appelait David, c'était un jeune homme des centres jeunesse, ça fait très longtemps. Il m'avait dit dans mes stages, Chantal, je te vois pas du tout. Si j'étais, mon Dieu, je dis, comment ça, tu me vois pas? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis genre à me remettre en question. Il m'a regardé, il dit, t'as rien fait? Il dit, c'est parce que toi, tu nous souris, t'as pas d'affaires ici. Mm-hmm. Écoutez, c'est ça qui a fait que je me suis questionnée pendant tout le temps des fêtes après qu'il m'ait mis en échec de stage. Et je travaillais à Promis comme bénévole. Et André Ménard, la directrice, m'avait dit, Chantal, aide-toi, le ciel t'aidera. Laisse-toi pas faire, ils ont besoin de toi. Puis j'ai pensé à David qui m'avait dit ça, puis je me suis dit, imaginez si tout le monde qui sont comme moi, qui veulent aider, s'en vont. Mm-hmm. Qui reste? Mais Madame Chantal Minou, quand vous allez accompagner quelqu'un, vous essayez de défendre, hein, vous n'êtes pas une avocate, mais avec toute votre connaissance autour et votre observation et votre suivi et tout, quand vous voulez aller défendre un enfant et tout, est-ce que vous arrivez à pas affirmer, mais est-ce que vous arrivez à convaincre l'autre comme quoi ces agissements-là, ils sont injustes ou ils sont... C'est un gros travail. Mais on y arrive. Écoutez, on appelle ça l'effet de halo, l'effet Pygmalion. Mettez-le comme vous vouliez. Ouais. C'est des gens qui ont du pouvoir et beaucoup d'influence. Et il faut se battre contre ça parce que la première chose qu'ils font pour ne pas nous faire entendre, c'est de dire qu'on a des problèmes de santé mentale. Écoutez-la pas. Ils font ça contre vous. Ah oui, contre moi aussi. Oui. C'est les parents en premier. Les enfants, les parents, c'est les intervenants qui les défendent. On est tous dans la même catégorie. Si vous défendez un enfant... Oui. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas... Ah non, pire que ça, on m'a enlevé mon diplôme à la Chambre de la jeunesse. Il y a une juge qui m'a enlevé mon diplôme. Elle a décidé que j'étais plus psychoéducatrice, qu'elle m'entendait pas, qu'elle refusait mon rapport, même si c'est maintenant une activité réservée aux psychoéducateurs. Parce que vous voulez défendre la cause d'un enfant. Oui, elle a refusé des témoins de la mère, oui, parce que c'est un enfant d'ailleurs qui est en train de mourir à cause de la DPJ, puis personne ne fait rien. Il semblerait que c'est permis au Québec. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Très, très grave, très, très grave. Mais c'est ça qui se passe. Mais personne ne fait rien. Les médias ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs professionnels impliqués. Mais les professionnels, c'est pas de leur faute. Ils ont été induits en erreur par la DPJ qui manipule les professionnels en donnant juste une partie de l'information. Ce qui induit en erreur les professionnels, puis ils font des rapports, justement, qui sont erronés. Mais pas parce qu'ils le veulent, parce qu'on les a induits en erreur, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un intervenant, représentant, autorisé de la DPJ peut mentir à ce point. Alors, il se fie là-dessus, mais comme moi, dans mon cas, Stéphane Clavette, M. Stéphane Clavette, délégué, là, il arrête pas. J'ai plusieurs enfants il détruit nombre de vies d'enfants et de familles. Je sais pas comment ça que la Direction de la protection de la jeunesse le laisse là. Il fait partie d'aucun ordre professionnel. Il décide de pas hospitaliser un enfant malgré l'opinion de plusieurs pédopsychiatres, de psychologues, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux. Écoutez, je sais pas. C'est Dieu. Il décide tout. Même avec des spécialistes qui peuvent arriver On est tous des dérangés, puis on se mêle tous pas de nos affaires. Madame Minou, on va juste prendre une petite pause musicale, on va revenir avec le reste de l'émission, OK? L'autre soir, je suis sorti de mon trou, histoire de voir qu'est-ce qu'on y trouve. Et ce que j'ai vu, ça m'a déçu. Les gens que j'aimais sont rendus fous à cause de cette soif étanche, de cette foutue poudre blanche. Et quand tu plonges à plein nez, tu penses que tu planes, mais c'est faux, c'est le saut de l'ange vers le fond du gouffre. J'espère au moins que tu bouffes, car pour l'instant
instant ta larme, un brin d'herbe qui s'étouffe. Et je souffre de voir ça, mon frère, de voir que tu détruis de la sorte. Ça m'attriste. Ce que je voudrais, c'est que tu t'en sortes, mais à quel prix? Quand je pense à tout ce que tu m'as pris, avec l'emprise que t'as sur moi, et puis tes crises et tes crimes. Mais ce qui me tue le plus, c'est vraiment que j'y peux rien. Alors bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je reprends toujours mon entrevue aujourd'hui, ce matin, avec Madame Chantal Minou, psychoéducatrice, une dame qui est toujours pris avec les centres de jeunesse. C'est ça, Madame Minou? Non, la direction de la protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse surtout. Et ce combat que vous menez, Madame, il vous amènera à quelque part. Bien, là, en ce moment, depuis l'année passée, je constate ça. Là, j'ai constaté le manque de respect de nos lois, des droits des enfants et surtout la destruction de nombre d'enfants et de familles. Je ne compte pas, étant donné maintenant que je suis au courant, laisser ça là. Alors, on est en train de réunir nos forces parce que beaucoup de gens qui se battent depuis des années, ils laissent croire que c'est des cas isolés, ce ne l'est pas. Alors, mon intention est de rassembler l'ensemble des gens qui se battent pour la protection des enfants et qu'ensemble, on réussisse à faire changer cela. Et on est en train d'ailleurs de développer une association internationale à cette fin aussi. Internationale? Oui, parce que les médias d'ici bloquent l'information. Ça passe oui, là c'est déjà, oui, on est en train de le finaliser. Et si les médias ici n'en parlent pas, ils vont en parler en Europe. Oui. Ça va être comme ça. Parce que vous êtes presque bloqué ici, à ce niveau-là, au Québec. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de menaces. Derrière les frontières pour aller chercher un petit peu la couverture médiatique. Oui, parce qu'il faut... écoutez, ça va contre toutes les conventions internationales qu'on a signées pour les droits de l'enfant. C'est un manque de respect et je crois que malgré toutes les... Il n'y a personne qui va me convaincre qu'une procédure, qu'un tribunal, que toutes nos lois passent par-dessus la vie d'un enfant. Pour moi, la priorité, c'est un droit à la vie. Ouais. Un droit à la vie, c'est primordial, autant un enfant qu'un adulte. Mais c'est quoi l'intérêt d'un tribunal de briser la vie d'un enfant, madame? Ils n'ont pas d'intérêt là-dedans, pas du tout. Je crois que sincèrement que c'est l'effet de halo. Comme plusieurs intervenants de notre système, je ne crois pas que c'est l'intention de personne. Oui. C'est des personnes individuelles qui ont réussi à se placer à des postes de pouvoir, qui ont vraiment de pouvoir, d'influence. Puis le monde ne peut pas croire qu'ils sont prêts à mentir autant, mais c'est vrai. Il va falloir que le monde accepte que la méchanceté existe, que c'est pas un problème de santé mentale, que ça existe vraiment, puis qu'on arrête de justifier toute la méchanceté par des problèmes de santé mentale. Écoutez, j'ai travaillé en psychiatrie. S'il y a bien un endroit où j'ai vu moins de méchanceté, c'est bien là. C'est des gens vulnérables qui avaient besoin d'aide. La méchanceté, je peux vous garantir, c'est pas en santé mentale. C'est des gens qui ont toute leur tête puis qui utilisent vraiment toutes sortes de manigances pour avoir le pouvoir et le dessus sur les plus démunis. Oui. Écoutez, moi, j'aimerais poser une dernière question, si vous me permettez, à l'ensemble de l'Assemblée nationale, aux députés. Je demanderais s'ils sont au courant, depuis le 20 septembre 2012, l'évaluation d'une personne dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse et dans le cadre aussi des décisions prises par la Chambre de la jeunesse, ça relève maintenant d'une activité réservée aux psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec et des travailleurs sociaux du Québec. Est-ce qu'ils sont au courant que les ensembles des travailleurs de la Direction de la protection de la jeunesse qui n'ont pas cette formation et cette compétence ont obtenu un droit acquis pour le faire? Autrement dit, cette loi ne sert à rien et ne sera applicable que dans 30 ou 40 ans. Oui. Alors, que comptent-ils faire? Vont-ils faire quelque chose pour protéger nos enfants? C'est la première chose à faire. Si, je vous le dis, là, s'il y avait des gens qui ont la compétence, pas des gens... Écoutez, j'ai la misère à comprendre qu'un criminologue qui n'a pas un cours en développement de l'enfant, qui ne fait pas partie d'un ordre, se permet d'intervenir auprès des parents. Je suis désolée, chacun sa compétence. Qu'un sexologue aussi fasse ça. Je pense qu'on a chacun notre compétence, puis il faut la respecter, parce que là, c'est la vie d'enfants et de familles qu'on détruit. Alors, je demanderais, est-ce qu'ils ont l'intention de faire quelque chose pour protéger nos enfants au Québec concrètement? Parce que là, je leur dis, c'est grave, l'heure est grave. Il y a un enfant même qui est en train de mourir parce qu'il y a un intervenant qui n'a pas la compétence, refuse d'hospitaliser l'enfant à Rivière-des-Prairies. Voilà, ça ce sont donner des noms, je pense que ça ne sert à rien de donner des noms, mais il y a présentement, parmi les enfants, un en particulier qui a vraiment besoin de l'aide. Oui, parce que depuis 2008, on refuse de l'hospitaliser et de le réévaluer. C'est inacceptable. En 2008, on l'a enlevé à sa mère en disant que c'était de minuit moins une parce que supposément que c'était elle qui lui nuisait. Et là, il est rendu tellement pas bien que depuis 2009, on le médicamente avec des gros médicaments qu'on donne à des schizophrènes, monsieur, depuis qu'il y a 4 ans et demi, 5 ans. Là, il va avoir 9 ans.
Oui. Écoutez, c'est inacceptable. Oui. Pourquoi qu'on lui donne ça? Monsieur, c'est la contention chimique. Parce qu'il est rendu... Il crie tellement sa détresse, il parle plus, il sait plus ses couleurs, il est plus capable de rien faire. Et j'imagine ce dossier-là, il y a plusieurs instances qui sont au courant de cette Tout le monde est au courant, mais ils n'ont pas le pouvoir. Personne réagit. Mais parce que monsieur Stéphane Clavette a décidé qu'il ferait rien. Alors voilà, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste dans notre antenne. J'aimerais remercier M. Amir Kadir pour avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, mais également je remercie aussi Mme Chantal Minault pour sa participation. Nous vous informons qu'on va consacrer une émission ou deux peut-être même pour couvrir la problématique de la protection des enfants au Québec. Alors voilà, sur ça, je vous dis surtout merci à notre technicien de son, Louis-Joseph, et à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé la parole. Alors, à la prochaine. Au revoir. Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération. Musique, information, éducation, histoire, débat. Non-stop sur les Antilles. Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. C'est un rendez-vous. Ici Soundproof et Pascal. Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end. Tous les vendredis matins de 8 à 9 où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill. Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous. Fermez la porte du bureau. Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.